on va commencer doucement. Je m'appelle Yassine Benzerari. Normalement, on se connaît tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis chargé de mission de retour d'expérience à Envirobat Grand Est. Envirobat Grand Est, c'est un centre de ressources du bâtiment durable. Il regroupe les acteurs pour les sensibiliser, pour les motiver, pour leur donner des outils pour construire et rénover durablement. On est aujourd'hui dans le cadre d'une exposition. On est heureux de l'accueillir. C'est l'exposition Materia Award. Elle sera à l'INSA Strasbourg du 6 au 27. Cette exposition, juste pour revenir un peu sur l'historique, c'est parti d'abord d'un travail sur le premier prix de la construction en terre, le premier prix international de la construction en terre en 2016, le Terra Award. Ensuite, il y a eu une version pour les opérations en fibre végétale, le Fibra Award en 2019. En 2021, un prix a regroupé les deux, le Terra Fibra. Vous pouvez trouver les différents lauréats sur le site de Materia Award. Et donc, on arrive en 2025 au prix de Materia Award qui regroupe 40 lauréats répartis un peu partout dans le monde avec des opérations en pierre, en terre, en fibre végétale, en bambou. Voilà. Et donc, on profite de cette occasion pour voir aussi ce qui se passe au niveau local. On va commencer par le chanvre en Alsace avec une intervention de Tali Marx de l'Eurométropole et de Strasbourg et de Coralie Welch de l'SDEA et ensuite du maître d'œuvre Claude Eichwald pour le chanvre. Donc j'invite Tali et Coralie à venir pour commencer la présentation. Bonne conférence et donc il y aura un moment après pour les questions-réponses après l'intervention sur le chanvre. Merci. Donc, bonsoir à tous. Nous vous proposons, en compagnie de Tali Marx et moi-même, Coralie Welch, une petite présentation concernant une filière que nous essayons d'accompagner avec nos collectivités respectives et qui est la filière chanvre. Donc, voilà, on représente un groupe projet également formé par donc Sébastien Boyer et Marie Ponce de Léon, ici présents ce soir. Et voilà, on va vous proposer en une dizaine de minutes un petit aperçu des actions que l'on porte. Et bien sûr, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors. Donc effectivement, nous sommes deux agentes de collectivité. Moi pour le SDEA Alsace-Moselle, donc un syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, et Tali Marx pour l'Eurométropole de Strasbourg. Je ne sais pas si tu veux dire ta fonction rapidement peut-être. Oui, je suis des projets d'innovation dans la ville durable et puis également des sujets autour des filières du bâtiment, voilà, pour que leur empreinte carbone soit meilleure de manière générale dans les projets. Et donc moi, je suis chargée de mission de préservation des ressources en eau pour les captages d'eau potable. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on va parler d'eau potable là ce soir dans cet événement. Et notre objectif, c'est de vous montrer qu'il y a effectivement un lien entre l'eau et entre les filières et puis la construction durable. Donc, on vient vous présenter en tout cas un projet et même une filière qui est en train de se monter et qui réunit tout un ensemble d'acteurs. L'objectif premier était de trouver, donc à l'amont de la filière, une plante qui puisse avoir pour capacité de préserver les ressources en eau, c'est-à-dire qu'elle utilise peu ou pas d'herbicides ou de fertilisants. Il se trouve que le chanvre est une de ces plantes-là, et à ce titre-là, elle intéresse nos collectivités gestionnaires de captage d'eau potable pour préserver au mieux la qualité de l'eau et puis pour proposer aux agriculteurs une filière économiquement viable. Donc ça, c'était le point de départ de notre réflexion. Et il y avait évidemment aussi, bien sûr, un enjeu bâtiment, plan climat, RE 2020, avec une culture qui était réputée pour avoir des débouchés intéressants, notamment sur tout ce qui est matériaux biosourcés. Et donc, nos deux collectivités ont pu travailler ensemble. Et il a été évoqué l'idée de se renseigner sur la faisabilité d'une filière chanvre de A à Z de la filière. Est-ce qu'il y a des débouchés en Alsace pour ça? Est-ce qu'il y a des enjeux, que ce soit au niveau agricole ou que ce soit au niveau bâtiment? Et donc, à ce titre-là, une étude a commencé, une étude de faisabilité a commencé en 2022. Elle est en train de se finir et elle a comporté plusieurs phases avec une étude
l'objectif était d'avoir d'une part des chiffres, des diagnostics, et après également d'avoir du lien entre acteurs, des plans d'action. En ce qui concerne la partie diagnostic, donc comme vous le voyez à l'écran, cette phase qui a débuté en 2022, l'objectif était, avec tout un tas d'enquêtes, d'interviews d'acteurs, de rencontres, de pouvoir avoir des éléments chiffrés sur est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le chanvre en Alsace notamment. Et ici, très rapidement, quelques conclusions rapides de l'étude. Donc, je vais reprendre ici. Déjà, en ce qui concerne l'offre, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de vrais enjeux pour le chanvre, déjà d'un point de vue agronomique. Il y a un potentiel en termes de surface agricole, notamment dans les zones de captage d'eau potable, pour proposer aux agriculteurs cette filière-là, qui a tout un tas d'atouts agronomiques notamment. Par contre, pour que la filière puisse se faire et qu'on puisse à terme avoir des débouchés, notamment sur l'aspect bâtiment, il faut que tous les maillons de la chaîne soient réunis et il faut très concrètement, logistiquement parlant, une unité de transformation pour défibrer la fibre de chanvre. Et cette unité de transformation, elle coûte cher. Et pour qu'elle soit rentable, l'étude nous a montré qu'il fallait à minima 1000 hectares de chanvre sur le territoire pour commencer à évoquer une rentabilité. L'étude nous a montré qu'en termes de potentiel, on était au moins à 3000 hectares sur nos zones de captage, donc, et encore dans les scénarios les plus pessimistes. On a également pu comprendre qu'il y avait un intérêt pour l'aspect aval de la filière, avec notamment l'aspect bâtiment. Par contre, qu'il était important de booster la demande et les commandes, notamment les commandes publiques, et de former les artisans par rapport au chanvre. Et enfin, il était important pour ambitionner une filière de A à Z, qu'il y ait vraiment des réflexions autour d'une gouvernance, que chaque acteur puisse avoir un rôle clé et que la rentabilité de la filière puisse se faire de A à Z. Et rapidement, ici, on vous propose un petit focus de ce qui a pu se dérouler juste après la phase vraiment de diagnostic. On a voulu passer à l'étape d'après, c'est-à-dire faire du lien entre tous les acteurs potentiellement impliqués. L'objectif étant d'avoir à terme des actions concrètes, concaténées dans un plan d'action pour les années à venir. Sans vous détailler trop en détail, juste simplement vous dire qu'il y a eu 9 ateliers de travail qui a réuni plus d'une centaine de participants de différentes structures. Ça allait d'agriculteurs à des architectes, à des bailleurs sociaux, à des gens de la commande publique. Et des axes de travail ont émergé. Une partie purement agricole, et puis transformation de la fibre de chanvre. Une partie travail sur la commande publique. Et une partie travail sur la formation des artisans. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Thalie pour qu'elle nous explique la suite de ces ateliers de travail. Voilà, donc maintenant qu'on a le diagnostic qui a été fait et puis ces ateliers de travail qui ont permis d'aboutir à un plan d'action concerté, alors maintenant, voilà, le rôle de nos collègues, notamment des missions eau, c'est de s'assurer qu'il y a des agriculteurs qui vont maintenant planter du chanvre. Voilà, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque on sait que le blé et le maïs dans nos territoires, c'est très rentable. Donc c'est un gros travail de conviction, mais c'est aussi un travail qui est intéressant pour les agriculteurs parce que cette plante, en fait, c'est une plante rotative. En fait, elle ne se plante pas tous les ans. Elle se plante une année sur 5. Et en fait, elle régénère la terre, elle la rend plus fertile. Donc c'est intéressant aussi pour les agriculteurs parce que ça veut dire aussi qu'ils vont faire des économies potentiellement sur les intrants qu'ils peuvent habituellement utiliser pour le blé et le maïs. Et en fait, c'est de l'accompagnement au changement de pratique progressif. Voilà. Et puis, on a une tension de toute façon aussi sur l'eau de manière générale. Or, c'est une plante qui en génère assez peu. En gros, on la plante et après, elle se débrouille toute seule pour pousser. C'est un peu court, mais c'est à peu près ça. Sauf en cas de grande sécheresse. Donc, c'est un vrai avantage. Voilà. Mais, donc, en fait, maintenant, on est dans cette phase où on est collectivement convaincu qu'il faut y aller. Et maintenant, voilà, il faut dérouler la chose. Donc, il y a eu une première expérimentation qui a eu lieu en 2025 avec 1,2 hectares qui ont été plantés. Alors, par rapport aux 3000 qu'évoquait Coralie, c'est très, très petit. Mais on a besoin d'expérimenter aussi pour savoir quelles sont les bonnes semences, comment ça se récolte. En fait, parce que si on part trop gros tout de suite, on va faire des erreurs qui coûteront cher et qu'on ne sera pas derrière corrigé. Donc, ça, c'est tout l'enjeu en fait, de cette démarche. C'est on expérimente et on grandit progressivement ensemble pour arriver à un seuil
qui est viable pour tout le monde. Voilà. Et Coralie parlait tout à l'heure d'avoir des outils de première transformation une fois qu'on avait suffisamment d'hectares de plantés. Mais c'est aussi la manière dont les agriculteurs aussi vont s'organiser pour avoir des outils qui permettent de la récolte, du transport de ces récoltes vers des lieux de séchage, et donc il faut stocker, et vers des lieux de première transformation. Donc tu parlais tout à l'heure de nouer des liens. On a fait des visites de 2 chanvrières en mars avec toute une délégation, notamment parmi ceux qui nous avaient accompagnés pour monter le plan d'action. Et c'est très intéressant pour nous parce qu'on a vu 2 chanvrières de taille complètement différentes. Une de taille qui, sans doute, sur laquelle on peut plus facilement se projeter, et une qui est la plus grosse d'Europe, qui est la chanvrière avec 40 000 hectares. Enfin, on n'y est pas du tout, c'est vraiment pas ça. Par contre, la chanvrière de Seine-et-Marne, qui s'appelle Planète Chanvre, ressemble sans doute à un modèle dans lequel on peut davantage se projeter, et qui est d'accord, en tout cas, pour acheter des premières récoltes à nos agriculteurs. Voilà, donc vous voyez, en fait, on tisse des liens progressifs, c'est-à-dire on plante de plus en plus. Il faut qu'on arrive à faire acquérir les premières récoltes par des opérateurs qui sauront la transformer. Et puis, nous-mêmes, en fait, vous l'avez vu, hein, cette filière, en fait, on pourra la monter. Alors, on l'a initiée à 2 collectivités, d'abord dans un objectif de protéger la ressource en eau, notamment de nos nappes phréatiques, mais on n'arrivera pas à le faire seul. L'objectif, c'est d'amener avec nous l'écosystème d'acteurs qui est concerné par cette filière. Dont vous faites d'ailleurs aussi partie, hein, parce que je pense que dans la table, il y a beaucoup dans la salle, il y a beaucoup de maîtres d'œuvre. Donc, on a évidemment associé aussi l'ordre des architectes. Il y a une première charte qui a été signée le 30 juin en faveur du montage d'une filière chanvre. Voilà, on sait qu'on va y aller progressivement, hein, parce que si on y va trop fort, on fait prendre des risques à tous. Et donc, il faut qu'on trouve un mode de gouvernance qui permette à la fois qu'on puisse être garant des objectifs initiaux qu'on s'est fixés, mais à la fois d'embarquer un écosystème d'acteurs. Voilà, donc il y a un gros travail d'animation derrière. Je pense aussi que c'est important de vous dire qu'au-delà des agriculteurs du coup, qui vont planter du chanvre, des contacts qu'on a noués avec des chanvrières qui vont racheter des premières récoltes, de vous dire aussi que KS Construction et Wallup, Wallup qui est un des spécialistes du béton de chanvre, de panneaux préfabriqués à base de béton de chanvre en France, vont construire une usine en fait sur notre territoire en 2e transformation. Donc une fois le produit défibré ailleurs. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on aura une usine locale auprès de laquelle on pourra aller se fournir pour acheter des panneaux préfabriqués à base de béton de chanvre. Donc, on les accompagne pour qu'ils puissent se mettre en place. Et puis également, Coralie évoquait tout à l'heure le levier de la commande publique. Il y aura plusieurs projets pilotes utilisant du chanvre dans des équipements publics qui vont se mettre en place à Haguenau et également à Strasbourg, notamment sur le site du démonstrateur Ville Durable, dont on avait pu, je regarde Monsieur Bonnet, faire le retour d'expérience le 17 juin. Voilà, avec une école quand même de 4000 m², ce qui est quand même pas rien. Voilà, dans lequel on va pouvoir aussi nous-mêmes expérimenter en tant que maître d'ouvrage ce que ça veut dire que de mettre du chanvre dans des bâtiments publics. Et puis, peut-être de finir avec, on parlait de cet accompagnement-là. Il y a 2 candidatures qui ont été déposées là récemment, et tu peux peut-être plus facilement en parler que moi. Parce que oui, avec plaisir. C'est vrai que comme vous le voyez, maintenant, on est vraiment dans la phase de déroulement d'un plan d'action et action concrète. Et pour ça, on a de la chance d'avoir des aides. On est notamment aidé par l'Agence de l'O-Rhin-Meuse et la région Grand Est pour accompagner ce type de projet qui, à la fois, permet de protéger l'eau et puis d'avoir une filière rentable pour le monde agricole et les acteurs économiques. Donc, on a 2 projets, comme le disait Thalie, qui ont été déposés. Le premier, c'est avec Planète Chanvre, donc la chanvrière qu'on a eu la chance de visiter en mars dernier. Parce que, en fait, le problème, c'est que pour avoir 1000 hectares en local de chanvre, pour monter une usine en local, ben, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Il nous faut 1000 hectares pour avoir l'usine, mais il nous faut l'usine pour avoir 1000 hectares. La chance qu'on a, c'est que la chanvrière Planète Chanvre est prête à nous aider à monter en puissance. Eux, ils ont les outils de transformation en Seine-et-Marne. Ils sont prêts, les premières années, à nous aider à faire, à envoyer du chanvre alsacien là-bas, le défibrer et le rendre utilisable pour les biosourcés.
Et donc, on a monté ce projet avec eux pour pouvoir consolider la gouvernance et la coordination de tous les acteurs impliqués là-dedans. Le chanvre peut aussi utiliser ses graines pour l'alimentation. Et donc, dans ce projet-là, on aura aussi des coopératives d'agriculteurs locaux qui vont aider à sécher ces graines. Et donc, c'est vraiment un ensemble de débouchés qu'on aimerait valoriser. Et puis, l'autre, c'est avec KS Construction, Wall-Up Préfa et la Chanvrière pour une usine de deuxième transformation. Donc, comme le disait Thalie, donc en local. C'était simplement pour vous montrer que voilà, ça c'est un matériau biosourcé en tout cas qui est un des débouchés de cette filière chanvre. Il y a d'autres débouchés aussi à trouver. C'est aussi le travail que on va faire avec les collectivités et puis avec la DIRA et d'autres. Et puis on va passer la parole à Claude Eschwald qui va nous expliquer les techniques de mise en œuvre du chanvre. Ah, pardon. Merci beaucoup pour vos présentations. On prendra les questions après. Avant de passer à la présentation avec les différentes techniques de la construction en chambre et des exemples locaux et au niveau national, je vais d'abord laisser la parole à M. Bonnet, le directeur de l'INSA Strasbourg, qui accueille l'exposition aujourd'hui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir à l'INSA Strasbourg. D'abord, rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas que l'INSA Strasbourg, c'est deux grands piliers de formation. Un pilier qui est aménagement construction et on est l'unique école d'ingénieurs en France à être aussi école d'architecture et à avoir toute la chaîne d'aménagement construction. Donc une école d'architecture, une spécialité de topographie, une spécialité de génie civil, une spécialité de génie thermique, énergétique et environnemental et une spécialité de génie électrique. Et donc ça permet à nos apprenants de couvrir toute cette chaîne, d'échanger avec leurs futurs collègues. Et évidemment, il est très important pour nous, au moment de cette formation, que ces apprenants, les futurs professionnels, eh bien, soient plus qu'initiés, soient formés à ces techniques de construction qui sont ancestrales, mais qui reviennent dans des formes et avec une technique d'aujourd'hui. Évidemment, parce que c'est une économie de ressources, c'est frugal. La pierre, la terre, le bois, les fibres, dont le chanvre. C'est aussi, alors on parle de matériaux, mais il faut aussi parler d'énergie. La plupart d'entre vous savez que pour produire un sac de 40 kg de ciment, il faut dégager pas mal d'énergie. Mettre de la terre et du chanvre, c'est quand même autre chose. Et donc, on est hébergeur et on est cofondateur dans Virobat Grand Est Énergie Vipro, dont vous connaissez Mme Rochette et puis les équipes qui sont là aujourd'hui. Et ça permet aussi de faire le lien avec les professionnels d'aujourd'hui, alors qu'on forme les professionnels de demain avec les maîtres d'œuvre. Donc ça permet vraiment de bâtir un écosystème extrêmement intéressant. Et donc on est évidemment extrêmement heureux d'accueillir cette exposition qui va permettre à beaucoup de nos partenaires ou du monde de l'écosystème de la construction frugale de venir, de partager avec nos apprenants, avec nos personnels, avec l'Envirobat Grand Est. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et puis, ça permet aussi à un certain nombre de nos apprenants qui s'essaient à des tests, à des constructions, bois-chanvre. Voilà, on a, à côté de l'école d'architecture, on a un atelier échelle 1, on a un jardin des prototypes, de faire le lien entre ce qu'ils essaient à petite échelle et puis ce qu'on trouve dans les constructions, c'est-à-dire des bâtiments entiers, etc. Alors, l'intervention qui précédait montre bien les immenses défis de reconstruction de filières. Il y a aussi un défi qui a peut-être été cité avant que j'arrive, mais en tout cas que je remets, parce que ça, c'est aussi une préoccupation, c'est que pour passer du prototype à quelque chose de plus répandu, il faut évidemment une filière pour fournir les matériaux, il faut du savoir-faire, mais après, on sait bien pour les donneurs d'ordre, il faut aussi qu'il y ait un sujet qui progresse, c'est le sujet assurantiel. Parce qu'aujourd'hui, hélas, c'est assez maîtrisé quand on construit en béton de dire ça, voilà, la décennale, on la voit bien. C'est plus compliqué et il faut travailler aussi ensemble là-dessus, d'arriver à produire des décennales pour des bâtiments comme ça. Le précédent directeur de notre école d'architecture avait réussi l'exploit il y a 15 ans maintenant, d'avoir fait, je crois, le premier bâtiment en terre, établissement recevant du public à 2 étages.
mais ça avait été un cauchemar de normes, un cauchemar, et il avait une collectivité qui lui avait fait confiance, puisqu'il y a un musée dedans. Mais on ne peut pas faire à chaque fois une nouvelle bataille pour y arriver. Il faut qu'on brise certains plafonds de verre, certains murs, pas forcément dans les matériaux qu'on défend. Ben voilà, parfait. Voilà, le centre d'interprétation du patrimoine archéologique à Dellingen, c'est en bois et c'était avec un architecte qui était aussi directeur du département architecture. Voilà, donc je voulais vous dire la joie que je vais de vous recevoir et puis évidemment vous souhaiter des échanges les plus intéressants possibles, des échanges de techniques, des échanges de réalisation et puis qu'on contribue tous ensemble à faire changer les mentalités et à montrer que ces matériaux que certains considèrent aujourd'hui comme alternatifs et qui étaient les matériaux de base à une époque sur des constructions qui sont encore là et qui ont montré leur durabilité, eh bien, ça doit devenir plus qu'une alternative. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation à toutes et à tous. Je vais enchaîner avec d'autres événements. J'ai un peu honte, mais là, on est une grande école tant sur le nombre d'apprenants, sur le nombre de personnel, mais aussi sur le nombre de partenaires et de salles. Et donc, il y a d'autres événements en parallèle où je vais aller dire quelques mots aussi. Très bonne continuation et très belle soirée. Merci beaucoup, monsieur Vol. Juste un petit complément pour dire que la collègue qui range ses affaires, parce que nous avons rendez-vous avec d'autres collègues justement, anime une chaire, Bâti Frugal, et pour ne pas faire prendre de retard dans la soirée, je vais lui proposer juste en 2 minutes d'en parler. Elle n'y était pas préparée, mais vous allez voir qu'elle va s'en sortir très bien. Merci beaucoup. Donc, je suis Christelle Grèce, je suis la directrice de la formation de cette école et aussi effectivement la coordinatrice d'une chaire. Donc, une chaire, c'est un creuset, un lieu qui reçoit à la fois les professionnels extérieurs et permet de monter des projets pour nos apprenants notamment avec différentes entreprises, organismes. La thématique de cette chaire, c'est cadre bâti frugal et transdisciplinarité, dans l'idée de dire que lorsque une question arrive à l'école, par exemple sur la rénovation énergétique d'un industriel, d'un bâtiment, on élargit la question et on essaye de répondre de manière transversale avec des compétences en génie thermique, en matériaux, voire en topographie, en architecture, bien entendu. Un certain nombre des disciplines qu'on a à l'école, en tout cas de dézoomer un petit peu sur la question, ce qui fait partie un petit peu aussi de vos sujets ici et des sujets qu'on traite évidemment avec Envirobat pour apporter une réponse éventuellement de manière plus globale, parce que l'approche n'est pas seulement sur l'un ou l'autre matériau ou l'une ou l'autre question. Vous savez qu'en Alsace, il y a aussi les risques sismiques, il y a la montée des eaux, il y a énormément de problématiques à combiner. Voilà. Merci pour votre attention et bon courage du coup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, on va profiter le temps de mettre la prochaine présentation pour prendre une ou deux questions sur la première intervention ou pour la chaire. Oui, Alice Lejeune de la DREAL Grand Est. Alors, une petite question naïve sur les champs de captage d'eau potable. Là, actuellement, il y a quoi? Vous voulez mettre du chanvre? Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Qu'est-ce qu'il y a comme culture? Oui, ou comme culture, ou Ouais. des terrains vagues, ou je ne sais pas. Non, effectivement. Alors, les zones de captage sont souvent en fait constituées d'une aire qui est autour d'un point de forage dans la nappe phréatique, en tout cas là, pour les collectivités qui nous concernent. Et on parle de centaines, voire de milliers d'hectares. Un hectare, c'est un terrain de tennis à peu près. Et on a énormément aujourd'hui de cultures céréalières et maïsicoles, clairement. On a énormément de cultures de maïs et de blé. On a des cultures de diversification et un peu d'élevage aussi, ou de maraîchage, mais on va dire qu'en majorité, on retrouve maïs et blé. Or, le souci de ces filières par rapport à la qualité de l'eau, c'est que la plupart sont utilisées, sont cultivées avec certains produits phytosanitaires qu'on retrouve après en termes de traces dans l'eau potable. Et notre rôle en tant que mission eau, avec également Marie et Sébastien, c'est de pouvoir éviter que l'eau ne devienne plus conforme et potable. Et tout faire en amont, en préventif, pour que les cultures qui soient sur le territoire soient le moins polluantes possible. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la présentation suivante. Et elle sera aussi sur le chanvre, donc vous pourrez regrouper les questions après la deuxième présentation. Merci.
Bonsoir, Claude Eschol, donc je suis maître d'œuvre en bâtiment, ça fait 40 ans que j'exerce, je suis installé dans les Vosges du Nord et depuis maintenant 27 ans, je construis en chanvre et avec d'autres matériaux naturels bien sûr. Je suis donc un des membres fondateurs du réseau Construire en chanvre qui a structuré la filière bâtiment qui a démarré en 98 et qui maintenant effectivement a fait évoluer donc la construction de chanvre. Ce soir, on m'a demandé effectivement de vous présenter un peu des chantiers, des réalisations, notamment dans le secteur. J'ai volontairement pris des chantiers anciens parce que là encore ce soir, j'ai un peu entendu que on est dans des filières innovantes. Je veux dire, la filière chanvre bâtiment, elle date de 98 et les premiers bâtiments datent des années 85-87. Quand je parle bâtiment, donc c'est des bâtiments conséquents. Donc il y a on a quand même des retours d'expérience assez conséquents. Et puis donc la filière chanvre, elle s'est structurée elle donc en 98. Ça a été à l'initiative de la Chanvrière de l'Aube et donc un certain nombre de professionnels, une quarantaine, donc issus aussi bien de la filière agricole, architectes, maîtrises d'œuvre, entreprises, fabricants de liants, chanvrières, qui ont senti qu'il y avait un réel potentiel dans ce matériau et qui ont décidé, parce qu'ils pratiquaient déjà et qu'il y avait effectivement beaucoup de déboires. Et tout à l'heure, on a dit, on construit ensemble. Effectivement, on a construit ensemble sur nos échecs. Et effectivement, entre 98 et 2006, le premier travail qui a été réalisé, c'est de valider un liant qui était compatible et qui fonctionnait bien avec le chanvre et qui fonctionnait bien aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest, que dans le Sud ou dans le Massif central. Ensuite, 2006, c'est les premières règles professionnelles qui ont été rédigées avec la Fédération française du bâtiment et la CAPEB, qui ont été validées donc en 2006, et ce qui a permis déjà l'assurabilité au niveau des garanties décennales sur les constructions chanvre. Les règles professionnelles ensuite ont évolué, les suivantes datent de 2012, une autre évolution en 2018, et les dernières règles professionnelles datent de 2024. Donc à l'heure actuelle, la filière chanvre bâtiment, elle est réellement structurée. On peut construire, c'est assurable. Les seules contraintes qu'il y a, c'est que le professionnel qui se lance, que ce soit architecte, bureau d'études ou entreprise, il faut qu'il respecte les règles professionnelles, il faut qu'il prenne du chanvre qui soit labellisé chanvre bâtiment, qu'il utilise des liants, des couples de liants qui soient validés, donc le liant avec une chaîne vote qui soit labellisée, et puis surtout qu'il ait suivi une formation. Donc ça, c'est les demandes de l'agence qualité construction pour se lancer dans la construction chanvre. Les chantiers que je vais vous présenter, c'est des chantiers anciens. C'est pour vous montrer aussi que donc on a réalisé depuis 97 des chantiers de tout type, que les techniques ont totalement évolué et qu'effectivement, on va passer sur ce premier chantier qui est donc une maison par chez moi qui date, là on est en octobre 98. Les premiers chantiers, en fait, c'était de la mise en œuvre manuelle et c'était en plus des mises en œuvre et des mélanges sur chantier. C'est-à-dire qu'on mélangeait différents liants pour arriver, disons, aux bonnes caractéristiques. Donc c'est une maison d'habitation, une ossature bois, un petit rappel avec des bois massifs qui forment des chaînages et des linteaux, et c'est aussi un peu un clin d'œil aux colombages locaux. On est dans un système d'ossature noyée, c'est-à-dire qu'on a un mur ici qui va faire 28 cm d'épaisseur. L'ossature fait du 5-10 et qui est dans l'axe médian du mur. Donc elle va disparaître totalement. Et on est à ce stade-là, il faut coffrer des deux faces, donc avec des vis écarteurs pour maintenir les banches, et ensuite on remplit manuellement, on dame manuellement. Alors certes, le chanvre n'est pas lourd, mais je veux dire, c'est un travail quand même fastidieux, et au bout de la journée, on est rincé. Donc c'est des techniques à l'heure actuelle qu'on n'utilise plus sur de la construction neuve, puisqu'il y a d'autres techniques qui ont totalement
mis la mise en œuvre d'une manière beaucoup plus facile. Et donc là, le bâtiment qui se termine avec donc les murs, et on est en train là de bétonner la toiture. Alors ça aussi, ça a été difficile au départ, parce qu'arriver devant un bureau de contrôle et arriver devant la commission C2P à l'agence qualité construction en expliquant qu'on a un matériau qui est de la chaîne vote, qu'on a un liant, et qu'en mélangeant les deux, et qu'en jouant uniquement sur les dosages et sur la densité, on va pouvoir faire des formes de dalles isolantes, des murs, des toitures et des enduits correctifs au niveau acoustique et au niveau thermique, on a été recalé parce qu'on nous a dit que ce n'est pas possible, quoi. Donc maintenant, c'est possible, on sait faire. Et là, le bâtiment, à l'époque, terminé, donc c'est un bâtiment qui a été réceptionné en janvier 99. Changé. Donc, technique de mise en œuvre manuelle, je veux dire en neuf, on ne la voit plus. Charles. Par contre, on va encore l'utiliser éventuellement sur des petits ouvrages, notamment de la petite rénovation, où ponctuellement on va travailler sur un mur, sur une ouverture, sur un morceau de dalle ou autre. Donc ça, c'est un chantier sur Fegersheim, donc c'est tout à côté. C'est une immense grange qui a été transformée en appartement. Et donc ça, c'est le bâtiment terminé. Donc là, c'est toujours le bâtiment terminé avec... en fait, il y a des parties qui sont totalement neuves là-dedans. Et... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ça, c'est la première partie, c'est de la déconstruction en fait, d'une partie de la grange attenante, qui était un séchoir à tabac. Et déjà à l'époque, donc c'est un chantier qui date de 2004-2006. Les parties de démolition, donc tout ce qui est béton, briques, tuiles, ont été totalement recyclées dans le dallage pour faire un hérisson de 30 cm qui est ventilé, pour pouvoir recevoir notre forme isolante en béton de chanvre. Et puis tout ce qui est bois a été recyclé aussi pour refaire des colombages, pour avoir l'apparence qu'on a vu tout à l'heure en façade, où on a effectivement des colombages neufs, mais en vieux bois. L'entreprise, là, elle découvre en fait la technique. Là, on est dans du malaxage, effectivement, encore dans une bétonnière qui n'est pas l'idéal. Les malaxeurs horizontaux planétaires sont nettement plus efficaces. Mais bon, ça a fonctionné. On voit ici la forme de galet. Donc, en dessous de la forme de galet, on a 30 cm de tous les résidus de démolition en gros blocs qui faisaient en moyenne 20-25 cm, avec un système de drainage à l'intérieur pour ventiler et évacuer l'humidité. Et on vient couler par-dessus 15 cm de béton de chanvre. Alors, ce chantier-là, pareil, on est au mois de décembre. Et on va passer tout l'hiver. En fait, le charpentier va travailler à l'intérieur sur la dalle en béton de chanvre pour monter une structure bois à l'intérieur, pour pouvoir rigidifier en fait l'ancien bâtiment, puisqu'on a enlevé un certain nombre de pièces porteuses, et pour créer un plancher intermédiaire pour pouvoir créer notre étage. Donc, on voit là ici les travaux de charpente, mais donc on travaille sur notre dalle en béton de chanvre. Ici, on voit le doublage en colombage d'un mur extérieur, mais qui n'était pas isolé. Donc, c'est du vieux bois de récupération qui va servir de faire des colombages. On les remplit en béton de chanvre. Donc là aussi, on va remplir manuellement. Donc, c'est quand même fastidieux. Il faut remplir la petite partie en haut sous la pièce de bois horizontale. Il faut le remplir à la main, il faut pousser. Donc, ce n'est pas exactement facile. Et puis ici, le mur terminé avec son enduit et son badigeon. Pareil, sur la partie gauche, où il y avait en fait un grand porche ouvert qui permettait d'accéder au jardin derrière, on a en fait reconstitué avec les vieux bois de récupération, donc des colombages pour la partie salle de bain en partie basse et chambre en partie haute. Là, on est dans des techniques, disons, traditionnelles pour le maçon. C'est intéressant pour lui parce que finalement, il va pouvoir coffrer, il fait un mélange à la bétonnière en respectant des dosages, mais disons, il est quand même dans quelque chose qu'il sait et qu'il sait faire classiquement. On voit ici, après décoffrage, donc on remplit de béton de chanvre l'épaisseur du colombage et une surépaisseur de 14 cm côté intérieur.
quand on a commencé à intervenir au niveau donc, du second œuvre, ben, on a donné un coup de balai sur notre dalle de chanvre, donc il y a des particules qui sont parties, et on a commencé à poser un plancher chauffant donc, sur l'ensemble, et ensuite une chape de chaux qui vient recouvrir l'ensemble et une terre cuite collée. Donc l'ensemble des murs extérieurs ont été doublés en béton de chanvre, qui varie en moyenne de 14 à 20 cm. Et puis voilà le résultat final. Donc avec ce même matériau, et j'ai l'habitude de dire qu'en gros, avec du bois, du chanvre, de la chaux, on arrive à faire la structure, l'isolation, les murs, les finitions, en jouant uniquement sur ces 3 matériaux. Et je trouve ça fantastique d'avoir que 3 matériaux pour pouvoir générer un bâtiment complet depuis sa structure jusqu'à sa finition. Donc là, on va arriver sur un chantier plus important, ce qui est un bâtiment public qui est dans la région de Vesoul, à côté de Vesoul en fait. Une petite commune qui était dans une démarche novatrice, puisque c'est un chantier qui a été lancé en 2008, livré en 2010. Et l'objectif de la commune, c'était effectivement de faire un bâtiment qui fait à peu près 400 mètres carrés à destination des associations pour faire de l'animation, avec une autre contrainte que nous avait mis la DDE qui faisait la maîtrise d'ouvrage déléguée, puisqu'on était un pôle d'excellence rurale, filière chanvre, de faire un chantier école aussi pour former des entrepreneurs, les formateurs de l'AFPA et des professeurs d'un lycée du bâtiment. Donc le bâtiment, en fait, c'est 3 modules devant qui nous permettaient d'avoir 3 modules sur les différentes techniques de mise en œuvre du béton de chanvre. Et puis le grand espace arrière qui est vitré sur l'essentiel de ces façades pour faire les démonstrations. Autre élément qu'on nous demandait, c'est que ce bâtiment il n'est pas chauffé et qu'on puisse garantir une température de minimum 12 degrés en période hivernale. Donc Vesoul, c'est quand même aussi, disons, on est dans des conditions climatiques un peu comme les nôtres. Bon, je vous passerai les phases de chantier. Donc, pour des questions aussi de standardisation, on est parti sur une seule section de bois, donc on est en 160. Et tout le bâtiment, que ce soit en technique mise en œuvre manuelle, technique mise en œuvre brique et technique mise en œuvre projection, on est sur le même type d'ossature bois. Donc, on voit là devant, à gauche, les parties modules qui vont être remplies en briques. Et puis, on voit ici des panneaux qui arrivent avec le voile pare-pluie extérieur. Donc, c'est un pare-pluie HPV et qui va nous servir de coffrage en fait, à la projection du chanvre. Donc, le sol sur la partie sale, c'est aussi des caissons donc, qui vont être remplis avec du béton de chanvre. Donc, c'est des caissons préfabriqués qui sont arrivés tels quels sur le chantier avec déjà le contre-latage pour pouvoir reprendre directement le parquet. Donc on voit le montage de l'ensemble de l'ossature, le sol. Et puis une des spécificités quand même dans le bâtiment en chanvre, c'est qu'on travaille un peu à l'envers du bâtiment classique. C'est-à-dire qu'on va faire toute l'ossature, on va faire tout le second œuvre, passer tous les réseaux, mettre les menuiseries en place. Et quand tout ça est prêt, on vient projeter. Donc le maçon, il passe après le second œuvre. Et ça, dans le monde du bâtiment, maintenant, ça commence à se comprendre parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans la filière, dans les constructions bois, et c'est un peu le même style. Mais au départ, c'était un peu difficile de le faire comprendre. Et donc, de faire évoluer les mentalités. Donc là, premier jour de formation sur de la construction en briques. Donc on voit ici les formateurs, les équipes. Donc l'ossature, là, on a une ossature en 160 de large qui va recevoir une brique de 15. L'ossature restera apparente côté intérieur. Et l'ensemble va être doublé par une brique de 20 côté extérieur. Donc voilà les ossatures qui resteront apparentes côté intérieur et qui vont devenir en fait support de mobilier, étagères, bureaux et autres, quoi. Alors, module de gauche, il est en brique aussi. Module du centre,
on est en branchage classique. Donc là, si on regarde, c'est un chantier école, ça a duré, il y a différentes équipes qui sont arrivées. En gros, on peut compter par ligne les équipes, les élèves, la technique, enfin bon. Et bon, c'est pas très beau, on a dû récupérer effectivement certaines choses, mais en fait, au final, on y est arrivé. La grande partie, en fait, ça va être de la projection chanvre, et là, on est dans un chantier classique, c'est une entreprise qui va venir le faire. Donc là, on voit les précadres extérieurs. On voit donc toute la partie qui va être en projection, c'est là où on voit le pare-pluie. Les caissons de sol sont prêts à recevoir du chanvre. On attaque la toiture, et là, c'est un chantier, mais on est en 2008. Chantier donc qui devait être un chantier exemple de chantier école sur toutes les techniques de mise en œuvre du chanvre. Un bureau de contrôle qui avait été sélectionné pour faire ce travail-là et qui, au premier rapport, a dit « Moi, je ne peux pas vérifier ce chantier parce que c'est une technique que je trouve trop innovante. » Et donc, il a refusé. Donc, il a quand même fallu, mais on est en 2008, je le répète, alors qu'il y avait des règles professionnelles, que le maître d'ouvrage ait la conviction de soutenir son projet, de virer le bureau de contrôle pour qu'on en retrouve un autre, et de trouver dans ce bureau de contrôle une personne qui était un peu spécialisée sur tous les matériaux un peu innovants, un peu nouveaux. Et donc, en une demi-journée, on avait réglé tous les problèmes. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'on en est arrivé à ça. À utiliser un bloc de chanvre sous forme de ourdi pour faire une toiture plate. Donc les blocs de chanvre sont posés sur les nervures de ces poutres lamellées collées. On a un contre-chevronnage qui va servir de ventilation. Les blocs de chanvre vont rester apparents côté intérieur, ce qui va nous faire en fait toute la correction hygrothermique et toute la correction acoustique du bâtiment. Et puis, on va venir projeter, encore une fois, 10 cm de béton de chanvre par-dessus pour avoir une épaisseur totale de 30 cm et donc recouvrir tous les espaces, tous les interstices pour avoir une étanchéité parfaite. Donc, le bâtiment, sa toiture. Alors, je vais juste revenir en arrière. Ça, c'est la machine prototype, 2008 toujours, donc de ceux qui se sont lancés dans la projection. Aujourd'hui, on a des machines beaucoup plus petites et surtout, il y a une gamme de machines qui partent de 5 mètres cubes heure et qui peuvent débiter certaines jusqu'à 50 mètres cubes heure. Donc, il y a du matériel vraiment de mise en œuvre très, très spécifique. Là aussi, on a encore un système qui est relativement lourd pour la projection. Donc là, on voit les 10 cm qu'on va rajouter. On va égaliser donc au racloir. On ne vient pas serrer, hein, on vient simplement niveler. Et puis ensuite, on vient recouvrir avec notre volige qui va recevoir notre étanchéité. Donc là, encore une fois, spécificité du bâtiment chanvre. Si on fait de la toiture en béton de chanvre, on va attaquer par la toiture, on fait les murs et on termine par le sol. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un minimum de rebond, donc de choses qui vont tomber au sol. Et là, on avait en plus de la brique des chantiers écoles, donc il y avait pas mal de déchets de chantier. Et en fait, tous ces déchets-là, en fait, c'est des déchets nobles. C'est du béton de chanvre. Donc, on va simplement le recycler et l'utiliser en finale dans les caissons de sol. Donc là, la projection. Donc la projection, elle permet aussi d'arriver dans des coins un peu difficiles, comme les jonctions murs-dalles. Et puis ici, le remplissage au fur et à mesure du sol. À l'intérieur, en fait, pour des raisons coupe-feu, il y a eu de la maçonnerie en pierre, mais la volonté aussi, c'était de montrer que dans le local là-bas, on a énormément de villages qui sont donc en maçonnerie de ce type de pierre, et de montrer que sur ce type de matériaux, on pouvait aussi bien en isolation intérieure qu'en isolation extérieure utiliser notre béton de chanvre et terminer par un enduit chaud chanvre. Donc voilà le travail. Ça, c'est des travaux, y compris tous les enduits ont été réalisés par une entreprise d'insertion. Donc
Ici, la pose du plancher sur nos caissons de béton de chanvre. Et puis, donc, les parties vitrées, le bâtiment fait une hauteur de 3,50 m sous plafond. Il n'est donc pas chauffé. Et effectivement, en hiver, on maintient la température de 12 degrés. Et il se pose la question à l'heure actuelle d'y rajouter simplement un petit poêle à pellets pour pouvoir remonter la température quand ils font des réunions. Au niveau acoustique, c'est assez bluffant puisqu'on s'en est rendu compte le jour de l'inauguration où il y avait à peu près 200 personnes présentes avec une sono. Et en fait, à la première prise de parole, on a coupé la sono parce que le bâtiment, en fait, il n'y avait pas de réverbération, on pouvait parler normalement. Et ensuite, au buffet, c'était exactement pareil. Il y avait une qualité, une ambiance tout à fait pertinente. Donc là, on est sur un chantier neuf où on a montré qu'on a de la technique encore, on peut faire de la mise en œuvre manuelle, mais on a de la brique. La brique s'est énormément développée à l'heure actuelle, avec notamment un gros faiseur qui est dans la région de Grès, donc entre Dijon et Vesoul, et un autre grand faiseur qui est en Belgique, Isoemp, et qui actuellement attaque le marché français et va certainement monter une usine côté français, quoi. Donc là, en fait, c'est une étude qui a été réalisée il y a une dizaine d'années par la DRIR Île-de-France. Et l'objectif était de démontrer aux opérateurs sociaux sur Paris qui devaient utiliser ce genre de matériaux pour faire la rénovation du bâti. Et leur logique était de dire on ne veut plus d'importation de granulats, de ciment qui viennent de très loin, et on veut inciter donc à créer des chanvrières en périphérie de Paris et pouvoir avoir des circuits courts. C'est ainsi que Planète Chanvre donc, a été créée, plus une chanvrière de l'autre côté dans le Vexin. Et donc, ils avaient fait toute une étude, il y a tout un argumentaire. Et ensuite, ils avaient une monographie de différents chantiers qui ont été réalisés. Donc là, on est sur la maison de l'habitat et du cadre de vie à Clermont-Ferrand, chantier qui date de 2008, pareil. C'est Aline Duverger, l'atelier de l'Antre, qui a réalisé ce bâtiment. Alors, c'est un bâtiment, effectivement, qui fait 5-6 niveaux, qui est bien sûr en plateau béton avec un système poteau-poutre. Par contre, toutes les façades extérieures sont en briques de chanvre. Donc, c'était le premier fabricant de briques de chanvre qui était à côté de Grenoble. Bureau de contrôle qui, lui, a fait son travail. Il a demandé quelques adaptations. Premier essai au feu sur les murs, 2h40 de tenue au feu. Donc, bâtiment 2008. On m'a laissé 4 minutes. Donc, je ne vais pas vous présenter d'autres chantiers. Il y en a un certain nombre encore. Moi, je conclurai simplement, on a là un matériau qui est fantastique. On n'a pas encore exploré en fait toutes les caractéristiques, on en découvre tous les jours. On n'a pas travaillé sur la coupure par rapport aux ondes. L'acoustique est encore balbutiante sur le matériau, même si c'est le premier ressenti qu'on a quand on rentre dans un bâtiment chanvre. Et je le répète, hein, on a 2 matériaux, de la chaîne VOT, un liant. On a maintenant des liants qui sont formulés et on arrive à faire tout le panel qu'il nous faut dans une construction. Merci beaucoup, M. Ajvald, pour cette présentation. Maintenant, on pourra prendre les questions de la salle sur les 2 présentations, si jamais. Le chanvre, c'est formidable. La chaux, c'est quand même de l'énergie. Alors, le chanvre-terre? Alors là, en tant que membre du réseau Construire en Chanvre, effectivement, on met en avant les techniques qui sont assurables, donc les techniques validées. Maintenant, effectivement, il y a un gros développement à l'heure actuelle sur le terre-chanvre. Et c'est une technique qui a certainement beaucoup d'avenir parce que ça fonctionne bien, avec simplement pas des risques, mais disons, il faut vraiment affiner parce que les temps de séchage peuvent être très longs. Et donc, c'est un peu le travail qui se réalise actuellement, notamment au niveau de Construire en Chanvre, pour effectivement voir le type de terre, quel mélange, quel dosage, quelle proportion pour le faire. Mais c'est certainement le plus pertinent à l'heure actuelle.
Attends. Bah, Ça vous rajeunit de 30 ans. pour avoir suivi effectivement les premières constructions en terre à l'époque à l'île d'Abo en 81, c'est vrai que on en revient au départ, quoi. Et c'est dommage, alors que toutes ces techniques fonctionnent bien, on a certainement les centres de recherche les plus performants qui existent, qu'on n'arrive pas à percer plus, quoi. Mais il faut quand même savoir qu'en face de nous, il y a des gros industriels qui ont une puissance de réponse avec une évolution quand même intéressante. Là où avant, on se faisait attaquer sur un tas de choses, aujourd'hui, ils sont en train de venir chercher les renseignements, les éléments. Et admettons, là, j'ai découvert tout récemment Point P, donc Saint-Gobain, qui lance des panneaux préfabriqués en terre, en paille et de la chaîne vote. Donc, comme quoi, l'idée fait son chemin. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Du coup, on peut continuer pour la suite. On va, avant de continuer sur les autres matériaux biosourcés, on va faire un panorama de quelques initiatives qui existent au niveau local. Donc, la première, c'est les ambassadeurs des matériaux biosourcés. C'est une initiative qui a été lancée par la DREAL Grand Est. C'est un réseau pour sensibiliser les acteurs et conseiller les acteurs, les professionnels du bâtiment sur les thématiques des matériaux biosourcés. Ça se base sur des rencontres, sur une formation de 2 jours qui est organisée chaque année. Donc, pour rejoindre le réseau, vous pouvez passer par Stéphane Guida, qui est représentant, qui est absent aujourd'hui et que je représente. Il y a déjà 250 acteurs au niveau local. Donc, il y a des formations de 2 jours, mais il y a aussi des rencontres 2-3 fois par an. Et on est souvent partenaire avec eux pour l'organisation des événements qui sont en lien avec les matériaux biosourcés. La deuxième, c'est le collectif. Ouais. Et si vous avez des questions par rapport aux ambassadeurs des matériaux biosourcés, Michel Hubert est présent et pourra répondre à vos questions. Et sinon, vous pouvez aussi contacter, si c'est par la suite, vous pouvez contacter Stéphane Guida. Il y aura son adresse dans la présentation. La deuxième initiative, c'est le collectif biosourcé Grand Est. Donc, pareil, ça regroupe différents types d'acteurs au niveau Grand Est, des architectes, des ingénieurs, des formateurs, des artisans. Donc, leur but, c'est de monter en compétence, de promouvoir les matériaux biosourcés au niveau local. Par différents outils. Ils ont un site internet pour avoir plus d'informations et ils ont réussi à organiser un événement en 2020. Il y a eu une édition un événement sur les matériaux biosourcés. La première fois, c'était sur une journée. Ça a eu beaucoup de succès. Ils l'ont organisé cette année à Pont-à-Mousson sur 2 jours. Il y a eu des stands, des conférences, des ateliers et il y a eu aussi une participation à des chantiers participatifs avec des étudiants. Donc, c'est la deuxième. Il y a eu une deuxième édition et normalement, il y aura plein d'autres événements. N'hésitez pas à les contacter également via leur site ou l'adresse mail qui est affichée, qui sera dans la présentation. Et ensuite, je laisse la parole à Gilles pour parler du collectif Terre en Alsace. Donc moi, j'ai rajouté une petite couche avec l'idée de la Terre qui complète un peu le discours de M. Echwald. Nous, on est architecte à Strasbourg, Mercader Architecte, pour ceux qui connaissent peut-être. On est très investi dans le mouvement de la frugalité et on est aussi investi dans la Maison européenne de l'architecture. Et depuis le début de notre travail, en fait, qu'on réalise, on s'intéresse beaucoup à la matière et à la ressource. Et on avait tous ce constat un petit peu de travailler tous un peu tout seul à essayer de faire des recherches. Et le mouvement de la frugalité a permis de nous rapprocher un peu plus de professionnels et de créer du lien. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un collectif Terre. Donc, c'est le thématique qu'on peut voir ici, parce que l'idée, c'est de créer du lien justement avec des partenaires qu'on n'arrive pas toujours à sensibiliser.
parce que toujours les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études sont souvent en première ligne, mais toute la partie artisanat, bureau de contrôle, beaucoup moins. Et là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir réunir autour d'une thématique propre, qui est la terre. Donc là, ça a été cité avec l'usage du terre-chanvre, mais on a aussi l'abri de terre crue. On a quand même une terre ici locale qui est très, très fertile, et notamment avec des producteurs comme Lanterre qu'on a à Orpelden juste à côté. Et en fait, c'est de mettre en lien tous ces gens-là pour arriver à faire justement bouger les choses, et notamment bouger la réglementation. Du coup, on a fait une première rencontre co-organisée avec Envirobat, sous un peu l'impulsion de notamment des bureaux d'études, des artisans, pour essayer de créer une première rencontre. Et on l'a créée en fait sur un lieu qu'on a à Bofsheim, où nous on intervient. Ça sera un futur écolieu, qui est aussi un centre de formation. Il y a aussi un centre de formation qui est en place, qui s'appelle le Gabion, qui forme des futurs artisans, qui travaillent notamment le terre, le chanvre et la terre. Donc c'est un peu un lieu d'expérimentation pour tout le monde. Et donc c'est là-bas qu'on a créé cette première rencontre en septembre. On a réussi à réunir une 50aine de personnes sur une demi-journée. Et on a réussi à réunir pas que toujours les mêmes acteurs, mais justement des acteurs différents. On a justement eu des artisans qui sont venus, des bureaux de contrôle qui sont venus. Et ça faisait très plaisir, et ça montre en fait un engouement global sur ce matériau terre. Et ça montre quand même qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire, et qu'on a envie en fait de travailler ensemble pour arriver à faire évoluer les mentalités, les réglementations et tout ce qui s'ensuit. Donc les premières conclusions vont très bientôt sortir, n'est-ce pas Katharina? Et on va prévoir une prochaine réunion, parce que l'idée c'est de créer un collectif, mais c'est de savoir aussi comment on va le créer, qu'est-ce qu'on va y faire, et comment on va faire évoluer, et sur quel axe on veut travailler. Donc voilà, si jamais ça intéresse du monde, n'hésitez pas à venir me voir ou à se rapprocher d'Envirobat. On fera normalement une prochaine réunion ensemble au mois de décembre, si tout va bien. Et puis voilà. Merci beaucoup. On peut passer à la suite. Donc, avec la présentation de Vincent Lalande, qui travaille à IMAE, le bureau d'études, et qui sera sur la paille, le miscanthus et les autres matériaux biosourcés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'appelle Vincent Lalande. Il m'a été demandé de discuter, de parler un peu avec vous des sujets de la paille, du miscanthus et des autres granulats végétaux dans le bâtiment. Mais un petit peu avant ça, j'aimerais au préalable tout simplement un petit peu parler de moi, parce que c'est finalement, quand on essaie de s'intéresser à ce qui nous intéresse, à ce qui nous motive, c'est un peu ça qui nous fait donner un peu le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on se connecte chacun soi-même, pour essayer de réfléchir vers où on veut aller, quoi. Donc d'où l'intérêt, je vais vous parler un petit peu de ce parcours, de mon parcours qui m'amène aujourd'hui devant là. Je suis d'abord ingénieur bois, mais un petit peu avec ce syndrome de l'imposteur, je me suis très vite orienté et très, très admiratif de travail de tous les compagnons bâtisseurs qui ont pu nous précéder. Je me suis retrouvé à être charpentier, donc charpentier au fur et à mesure du temps bois, paille, terre, avec mon souhait de la curiosité qu'on peut tous avoir, à expérimenter des techniques, des fois à se casser les dents, à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire 3-4 maisons par an, des constructions paille, un peu de paille porteuse, de la paille autoporteuse, de la charpente traditionnelle, du levage à la corde, avec de plus en plus d'entreprises que je croise un petit peu curieuses de dire c'est bizarre, parce que c'est pas des techniques qu'on a l'habitude de voir, c'est pas des fiches produits, c'est finalement des savoir-faire que j'ai pu glaner à droite à gauche, que je restitue en tant que copieur, on va dire ça comme ça, mais avec mon appropriation de la chose. Et le truc, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté, aussi pour une raison qui est un peu bête, c'est que je me suis dit, j'aimerais bien passer à la vitesse supérieure, parce que 3-4 maisons par an, se lever le matin, ça manque un petit peu de challenge. Et j'ai eu la possibilité de me mettre à travailler pour le bureau d'études IMAE, qui est basé à Mulhouse. Et aujourd'hui, je monte et je gère l'antenne de IMAE à Épinal dans les Vosges. IMAE, c'est un bureau d'études fluides. Bureau d'études fluides auquel on donne la responsabilité de gérer le côté carbone du bâtiment. Mais en réalité, ils n'ont absolument rien à voir avec l'enveloppe. On leur laisse absolument aucune latitude dans la gestion de l'enveloppe,
Qui fait l'enveloppe aujourd'hui, je ne sais pas. Les architectes des fois, les bureaux d'études structure des fois, les bureaux d'études des fois, mais globalement, c'est pas forcément bien clair, cette limite de prestation. Donc pour nous, c'est clair. On s'y attaque. Des fois, même ça perturbe un petit peu, mais c'est notre sujet. Donc on a des sujets, par exemple, avec Gilles, on en a avec d'autres, et on est partie prenante dans l'élaboration de l'enveloppe, et on ne se satisfait pas que de bosser dans les fluides. Bon, rapidement, un petit plan d'intervention. Je vais évidemment parler du miscanthus parce que c'est une fibre qu'on a en grande présence en Alsace. Présenter son usage en vrac, en béton de terre allégé. Et puis, je vais un petit peu après dresser le panel de possibilités qu'on peut avoir dans les autres granulats. Donc, on a vu le chanvre, on va voir le miscanthus, mais il y en a aussi plein d'autres. Et après, il y a le sujet paille, qui est un sujet intéressant. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes parce qu'on connaît tous la construction en paille. Je pense que si vous êtes là, vous connaissez. Mais finalement, c'est l'intérêt dans le matériau qu'on peut avoir et pour continuer à écrire une architecture tout en innovant sur la technique. Parce que finalement, l'architecture, c'est ni plus ni moins qu'un recueil. Enfin, c'est ni plus ni moins. Je ne parle pas des fonctionnalités du bâtiment, sinon je vais me faire des ennemis. Mais c'est un recueil technique des solutions constructives d'une équipe de bâtisseurs sur un moment donné, avec des ressources limitées à un moment donné dans un contexte local. Pour moi, c'est mon approche de technicien. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est la technique qui peut donner une architecture. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui. On ne se satisfait pas des bêtes schémas. Bon, alors, du coup, pof, ça c'est bon. Le miscanthus, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand roseau. C'est un grand roseau. Alors, tout le monde en a déjà vu dans les champs en Alsace ou pas ? Il se trouve qu'en Alsace, il y en a quand même pas mal. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un peu plus il y a entre 150 et 200 hectares annuels de plantés. C'est un grand roseau qui peut faire jusqu'à 4 mètres. C'est ni plus ni moins qu'une espèce de petite racine qu'on va implanter en terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dure quasiment 25 ans. C'est que la durée de culture, c'est vraiment une parcelle qui est dédiée à ça. On va mettre un tout petit peu de produits phytosanitaires à la plantation. Et après, c'est tout. Donc là, en termes de zone de captage, on en parlait tout à l'heure, c'est une culture qui a un grand intérêt. Et vraiment, il n'y a plus aucune intervention. En termes de production de biomasse, alors il y a plusieurs chiffres selon les régions. On est entre 10 et 20 tonnes à l'hectare. Donc quand on regarde finalement ce qu'on sait produire, le chanvre, on est aux alentours des 7 tonnes de fibre hectare. Enfin, pas de fibre, de chêne-vote. Donc le chanvre donne de la fibre et de la chêne-vote. Là, dans le béton, on n'utilise que la chêne-vote. Là, c'est la totalité de la fibre qu'on utilise. Et on a diverses utilisations. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien avec ce matériau, c'est que comme il pèse pas lourd une fois qu'on l'exploite, donc on voit comment on l'exploite. C'est une récolte de maïs, à ceci près que, en fait, on va pas séparer le maïs de la canne. On va tout broyer, on met tout en benne. Et comme c'est pas lourd, en fait, on n'a aucun intérêt à l'exporter loin. Et du coup, c'est hyper important ça, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une utilisation en local le moins loin possible, avec le moins de trajets possible. Ça, pour moi, c'est hyper important. Petit observatoire de cette culture, on voit bien que le développement de la culture est, comme assez souvent, c'est quand même une culture qui a plus elle boit d'eau, plus on arrive à la tirer, plus on arrive à l'exploiter. Donc, c'est le premier quart nord-est en France. Les usages, globalement, sont répartis 50%, que je ne dis pas de bêtises, 50% en litière animale, 25% en combustion et 25% en... Non, je dis bêtises. Non, c'est ça, en paillage. Donc, globalement, le paillage, on part du principe que ça reste dans le sol. D'accord ? Le carbone reste dans le sol. Par contre, tout ce qui est combustion et litière animale, ouais, c'est pour une grande partie, ça va, après, ça fait du compost, ça réémet du carbone. Donc, le sujet, c'est de se dire comment on peut essayer d'exploiter au maximum la fibre pour stocker du carbone un peu plus longtemps. Et dans le bâtiment, on sait qu'on a une durée de vie, on va dire moyenne, aujourd'hui calculée FDES, de 50 ans. Le cycle, il est entre 50 et 80 ans selon les usages. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, voilà, on a une culture qui a une forte croissance. Je n'ai pas les chiffres d'évolution, mais globalement, sur certaines régions, c'est des fois des croissances à 2 chiffres. Et en Alsace, alors j'ai mis le chiffre, on a 153 hectares, là, par exemple, en 2024, avec 1037 hectares en Grand Est. Donc, on est quand même une région dans le Grand Est assez représentée et la filière se développe relativement bien.
Moi, ce que j'aime bien aussi à dire, c'est que je suis un grand défenseur, je suis un amoureux du bois et de la forêt. Et quand on connaît le contexte de la filière bois aujourd'hui, avec des forêts qui sont pour une bonne partie en mauvaise santé, dans tous les cas, c'est pas moi qui le dis, c'est la DRAF, donc c'est le grand chef, nos grands chefs de l'agriculture et des forêts, qui disent qu'aujourd'hui la forêt française est émettrice de carbone net. Je dis, ah merde, comment ça se fait? C'est à peu près, c'est le seul moyen qu'on s'en sorte, notre forêt, d'être capable de dire on est sur un équilibre neutre. Et notre forêt à nous, elle est émettrice de carbone. Bon, fort de ce constat-là, on essaie de se dire bon, bah, comment on fait déjà pour limiter un peu la pression, pour essayer de mieux utiliser le bois, pour essayer de réduire ce déficit carbone. On l'utilise mieux, on réduit ce déficit, par contre, ça suppose de lui mettre un peu moins de pression. Et la pression, on l'a beaucoup en raison de la trituration. Donc ça, on a un peu de mal à réduire cette pression-là. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est se dire, on essaie de réduire la pression due à la biomasse pour la combustion et le bois énergie. Et on fait de plus en plus de chaufferies au miscanthus. Donc mon bureau d'études en fait pas mal. Et bah oui, on peut dire, ouais, mais en fait, c'est de la concurrence à la nourriture. Parce que bah, regardez nos deux champs, c'est grâce à ça qu'on se nourrit. Oui, mais fondamentalement, en Alsace, qu'est-ce qui utilise des surfaces agricoles? Ça va être du maïs pour les vaches. Donc on peut peut-être se dire, on bouffe un peu moins de vaches, on met un peu plus de miscanthus, et ça nous permet d'économiser un peu de bois en forêt et de mieux l'utiliser. Bon, ça, c'est une première approche qui est personnelle. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment, je vous présente des points de vue personnels qui sont partagés, pas forcément par tous, mais n'empêche que ça reste très personnel. Et un gros intérêt aussi, c'est que non seulement on va abaisser la pression sur les forêts, mais en plus de ça, on va diminuer les intrants phytosanitaires en surface agricole. Et ça, l'air de rien, chaque hectare gagné, c'est une victoire. C'est vraiment une victoire. Une fois qu'on a passé un peu le contexte du miscanthus, de la culture, voilà un peu la fibre. Donc, en vrai, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je pense que le champ, vous avez déjà vu un petit peu ce que c'est. C'est un granulat qui est assez blanc, très léger, donc on a aux alentours de 100 kg du mètre cube, et qui est assez poreux. On imagine bien que si on le colle sur la langue, il va tout de suite, enfin si on le met sur la langue, il va tout de suite coller. Ça veut dire qu'il veut boire de l'eau. Ben, le miscanthus, c'est entre le chanvre, c'est la moelle du chanvre, mais à l'extérieur, il a gardé sa carapace parce qu'on ne l'a pas défibré. Et c'est cette carapace que vous connaissez tous, qui est la petite carapace, c'est cette espèce de pellicule de cire, de silice qu'on connaît avec la paille. Et ben, en fait, le miscanthus présente la même chose. Quand il est en vrac, il fait 100 kg du mètre cube. On a un lambda aux alentours de 0,055, ce qui est bien sans être extraordinaire, mais finalement 100 kg du mètre cube, lambda 0,055. On a à la fois une isolation qui est correcte, une inertie qui est correcte, une gestion hygroscopique qui est correcte. Donc en gros, ça en fait un matériau très correct. Après, en termes d'isolation, j'ai mis un diagramme ici parce que moi, j'aime bien dire aujourd'hui, on va chercher des performances extraordinaires dans tous les matériaux. Mais la question, c'est de se dire à quel prix. Là, on a quasiment un coproduit, on va dire, il y a un petit peu de concurrence dessus, mais c'est un produit qu'on peut facilement développer en filière locale. On est quasiment certain, tant qu'on aura des tracteurs, des machines agricoles, c'est-à-dire qu'il faut être capable de continuer à avoir du pétrole pour ça, d'avoir du miscanthus. Et en fait, moi, je m'en fiche un peu d'être dans le bas de la courbe, quoi. Si on est dans cette tranche-là autour de 0,04, 0,06, eh ben, c'est déjà très bien. Et en fait, le sujet d'un isolant, c'est de se dire, dis-moi combien tu pèses et je te dirai combien tu isoles. En fait, on s'en fiche un peu de l'isolant. Par contre, tous les isolants ne se valent pas en termes de régulation hygroscopique et de tenue mécanique. Donc là, je vais vous présenter quelques projets que mon bureau d'études a réalisés quand je n'étais pas encore rentré, mais néanmoins, on a bien étudié. Tout simplement en vrac. C'est un peu la solution la plus simple, sans aucun liant. Et l'un des endroits les plus simples pour utiliser du vrac, c'est finalement en partie horizontale, sachant qu'à partir du moment où on utilise du vrac en vertical, on a des sujets de tassement à gérer. Le but du jeu, c'est de s'en émanciper un petit peu et de traiter de l'horizontal, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant, c'est que dans les combles, on a la thermique d'été à anticiper, et d'avoir un matériau à 100 kg du mètre cube au lieu d'avoir un matériau à 30 kg du mètre cube pour la laine de roche soufflée ou 40-45 pour la ouate de cellulose. On a un matériau qui est chargé en eau, qui est 100 kg du mètre cube. Ça veut dire qu'on a, on a un vrai confort, on a une vraie carapace à la thermique d'été. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Donc on est dans un cas de figure assez basique, on est sur une mairie, on a des combles non isolés, ils sont partiellement isolés, c'est un contexte qu'on connaît bien, il y a des plaques à droite à gauche, il y a eu des interventions multiples, les ballots de laine ils sont par-ci, ils sont par-là, et on récupère ça et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait avec? Tout simplement, on a gardé nos solivages, on a enlevé toutes les plaques de CTBH qu'on avait à l'époque, retiré la laine. On a reposé un écran thermique, donc là c'est un panneau de fibralite sur lequel on a étalé la membrane d'étanchéité à l'air. Et après on a tout simplement déversé du miscanthus. Alors je pense qu'il y avait une quarantaine de centimètres. Je vous mets le prix ici parce que l'ardeur c'est intéressant. Quand on sait qu'un panneau, quel qu'il soit posé, quelle que soit la nature du panneau, on est aux alentours de entre 30 et 40 euros du mètre carré. Un frein à vapeur, on a 15 euros du mètre carré. Là, la totalité de la prestation, donc fibralite, étanchéité à l'air et miscanthus, on est à 90 sur cette opération-là. Le fibralite, il sert à une chose, c'est qu'à partir du moment où on a un matériau combustible dans une paroi, on a l'obligation en ERP, donc là, bon, c'était plutôt du droit du travail, mais peu importe, on est dans l'obligation de le protéger par un écran thermique et le fibralite sert à ça. Donc ça, c'est une fois qu'on a réalisé le chantier. Donc on voit bien que le granulat est étalé à épaisseur constante. Il est dressé, gratté, bien étalé, légèrement damé pour être sûr qu'il aille dans tous les interstices. On fait tous les encoffrements autour des équipements techniques qu'on vient après gérer avec du matériau fibreux qui pourra être retiré à l'occasion de l'entretien et remis précautionneusement. Et moi, ce que j'aime bien dans ce procédé-là, c'est qu'en fait, on a vraiment, je ne dis pas qu'on pourrait marcher dessus, mais très sincèrement, sans même circulation, 100 kg du mètre cube, ça fait un petit matelas, mais une fois que c'est un petit peu damé, c'est déjà solide, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement mis et on a positionné un petit platelage en OSB et ça nous permet de circuler, d'être certain d'avoir un comble qui soit exploitable. Et on ne se retrouve pas dans des situations où je dois faire une intervention dans les combles. L'intervenant, on a oublié de lui dire qu'il fallait qu'il les précautions avec l'isolant qui sont en place. Je marche partout, la ouate elle est complètement foulée, la laine de roche c'est pareil, qu'est-ce qu'il faut faire après? Charge à vous de réisoler le bâtiment et en fait il n'était pas là pour ça et c'est pas à lui de le faire. Donc c'est intéressant, c'est pour moi important de gérer cette question de l'accès. Un second projet, donc là on va dire un peu plus investi et plus récent aussi. Je crois qu'on l'a livré l'année dernière. Donc là, on voit, c'est une ancienne maison forestière qui est la propriété de la mairie. La mairie voulait à la fois des logements complémentaires et mettre en gestion un café-restaurant, gestion dans un bâtiment public. Et conjointement avec Biob Architecture et je crois un autre cabinet, j'ai oublié le nom, pardon, avec Mathias Knoblauch de L'Or Architecture. On a travaillé un projet avec un marché de sillage, c'est-à-dire que c'est la commune qui avait de la ressource forestière qui a mis à disposition du bois et on a de la même manière qu'on crée un marché pour un charpentier, un plâtrier ou peu importe, on a créé un marché de sillage. Donc ça veut dire qu'on a livré du bois au charpentier, le charpentier a travaillé à façon. Donc ça nécessite d'avoir une réflexion en amont très très avancée de la structure bois pour être certain d'avoir exactement la bonne quantité, les bonnes sections, les bonnes longueurs et surtout la qualité du bois requis. Donc là, c'est un peu le même topo. Il y avait une partie du bâtiment qui était sur voûtin brique. Je sais pas, je pense que c'était des poutrelles métalliques voûtin brique. Et là-dessus, tout simplement, il y avait des tomates, je pense. Et on a étalé un frein vapeur. Et souffle. Je crois que ça a été utilisé. On a utilisé une cardeuse à ouate de cellulose pour faire la manutention de ce granulat sur cette opération. Et tout simplement, ils ont déversé ou soufflé, peu importe, le granulat sur cette membrane. Là, on a un coût qui est un peu supérieur parce qu'en réalité, on a assez peu de volume, très peu de surface, donc c'est plutôt forfait. Enfin, il y a une installation et un coût de chantier qui est à absorber. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a plutôt aux alentours des 100 euros du mètre carré. Moi, ce qui est intéressant, c'est typiquement la description qu'on a dans notre CCTP, c'est une isolation en vrac, type miscanthus, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité à l'entreprise de, pourquoi pas, prescrire un autre granulat, parce que peu importe lequel, tant qu'ils sont aux alentours des 100 kg du mètre cube, qu'il est revêtu et qu'en fait on a confiance et qu'on sait tous conjointement s'assurer qu'on va aller au bout du chantier dans de bonnes conditions, il faut laisser la liberté aux entreprises. Alors on est OK, on n'a pas de cadre assurantiel. Mais fondamentalement, quand le maître d'ouvrage est solidaire de la maîtrise d'œuvre, qu'on veut aller dans la direction
d'une autonomie dans les matériaux, dans la ressource, à la fois dans les entreprises et dans les matériaux, et ben à ce moment-là, c'est une vraie qui se forme. Et M. Echeval en a parlé. Voilà. Chacun prend ses responsabilités et les communes savent s'investir quand il faut. Une autre utilisation du miscanthus, bah, tout simplement, il n'y a pas de raison que ça marche avec le chanvre et que ça ne marche pas le béton avec le miscanthus. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le chanvre en projection en tant qu'artisan. Alors, j'ai fait un petit peu de chaud chanvre, mais alors, soit parce que je suis paresseux ou parce que je suis une chochotte, peu importe, mais j'ai trouvé ça très fastidieux, voire douloureux, la chaux étant un matériau assez caustique. Donc, la pénibilité de la projection, couplée au matériau qui est en fait dangereux, fait que j'ai abandonné ce sujet-là. Et je me suis mis en fait plutôt à utiliser de la terre. Je me suis mis à utiliser plutôt de la terre et du chanvre. Et quand je suis arrivé en Alsace, le granulat étant le plus disponible étant le miscanthus, au bureau de Mulhouse, on a fait cette expérience d'utilisation du miscanthus en granulat. Seulement, le souci, entre guillemets, c'est que comme il a une petite partie qui n'est pas capillaire, eh ben le collant avec l'argile ne se fait pas suffisamment vite. Et du coup, on a un matériau qui a tendance à tomber, à chuter. Et donc, en gros, nous, pas de problème, en fait. C'est aux artisans de capitaliser sur leur savoir-faire, sur leurs expériences communes, pour se dire comment on va faire pour composer avec une contrainte de matériaux et pour autant produire une prestation de qualité. Et bien, tout simplement, on s'est dit, on va considérer que la projection de terre miscanthus se fait, on considère que c'est un convoyage de matériaux enduits, et en fait, on vient le bancher derrière une canisse. Donc, c'est la photo que vous voyez là, en arrière-plan de la projeteuse. Et on a vraiment un coffrage, et on vient projeter à l'intérieur avec une ossature bois, exactement le même système qu'avec du chaud chanvre. Et là, en fait, l'avantage de ça, c'est que OK, on a un matériau qui est peut-être un petit peu moins dense. Un terre allégé, on est aux alentours de 200, on va de 210 kg à 350 kg du mètre cube, selon la capacité de la terre alliée, le granulat, sa densité, sa granulométrie. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais du coup, là, vu qu'on a une canisse, on n'est pas obligé d'avoir un matériau extrêmement dur pour permettre de mettre un enduit, parce que c'est un support d'enduit, la projection, c'est ça qui est important. Donc là, vu qu'on n'a pas obligation d'avoir quelque chose de très rigide, eh ben, on a abaissé la densité, on était quasiment aux alentours de 200-210 kg du mètre cube, et donc ça veut dire qu'en réduisant l'épaisseur, on arrive à une résistance thermique équivalente, et on a un matériau qui est encore qui est très performant, qui nous permet de faire un support d'enduit. Voilà. Même, alors c'est pas une photo qui correspond au projet, mais peu importe, ça vous donne un petit peu l'illustration de ce dont je veux parler. Donc la projection, on considère que c'est du convoyage. On vient mettre le matériau en place avec le moins de retrait. Par contre, en termes de retrait et de capacité de risque de fissuration, la projection n'a rien à voir. Dès qu'on est en projection, l'agencement des brins, quelle qu'elle soit, chêne-vote, tournesol, colza, miscanthus, la projection fait un agencement des brins, c'est une matrice absolument parfaite, et du coup, on n'a pas de retrait. Alors qu'avec le banchage, le fait d'agencer la matière à plat, de tasser un petit peu, aussi de mettre plus de liant et de plus d'eau, on va se retrouver avec du retrait. Et moi, c'est ça que j'apprécie vraiment dans cette technique, c'est que les enduiseurs ont beaucoup plus agréable et beaucoup moins de risques à aller travailler sur de la projection que sur du banchage. Et c'est quand même extrêmement important de sécuriser les finitions et les enduits de corps. C'est d'autant plus vrai que c'est les enduits de corps qui font l'étanchéité à l'air qu'on a une projection. Voilà, donc là, c'est la photo. On avait fait un petit événement à cette occasion. On avait fait venir un petit peu des partenaires, des agents de la ville de Mulhouse. On avait fait venir des agents de Climaction, donc, pour leur faire un petit peu connaître la technique qu'on a prescrit sur des projets. Et ils ont par exemple suivi des directives de l'ANA qui permettent de ne pas répondre aux 3,7 des 3,7 points de résistance thermique en isolation intérieure pour obtenir les aides. Ça, c'est quand même c'est d'avoir des partenaires de cette qualité-là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est extraordinaire parce que ce n'est pas vrai dans toutes les régions. Ce n'est pas vrai dans tous les départements même, parce que dans les Vosges, ce n'est pas le cas. Je vous présente un autre projet qui était parti pour être en terre miscanthus. Donc là, on est à Gaissous, dans la vallée de Saint-Amarin. C'est la communauté de communes qui est maître d'ouvrage sur cette opération.
Et là, on a eu le souhait du coup de faire un terre allégé et on ouvrait au maximum, la même logique qu'avec le vrac, on ouvre à la possibilité aux entreprises de proposer le granulat qu'elles souhaitent. Donc ça pouvait être du chanvre, du miscanthus ou peu importe. Là, finalement, nous, on demande une technique, on demande une garantie de réalisation, on demande des performances. Et là, l'entreprise nous a proposé tout simplement une projection de terre allégée. Donc, on a une ossature secondaire sur la maçonnerie, une projection au nu de l'ossature, avec du coup très, très, très peu de rebond. Et après, un coffrage en panneau de chanvre. Donc, ça, c'est un produit allemand qu'on n'a pas encore en négoce de matériaux français. Voilà, qui a ses qualités, ses défauts, mais le gros avantage, c'est qu'on peut l'enduire, alors que le panneau OSB n'est pas enduisable et il est fermé à la diffusion de vapeur d'eau. Donc, on va dire, c'est l'équivalent du Fermacell ou de la Canis, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, beaucoup plus facile à mettre en place, moins lourd. Alors, je ne connais pas le bilan carbone exactement, mais c'est un matériau qui semble intéressant à cet égard-là. Et comme il ne faut pas parler que des points positifs, je vais vous faire un petit topo quand même sur la sinistralité potentielle. Donc ça, c'est un chantier que j'ai réalisé en 2020 en tant qu'artisan. La première année, il ne s'est absolument rien passé, aucun problème. Le client était super content. C'est une petite maisonnette de 70 mètres carrés. On a la moitié qui est en béton de terre allégé avec enduit terre et l'autre moitié qui est en fibre de bois, enfin laine de bois semi-rigide, membrane et Fermacell. Et mince, pas de bol. 1 an plus tard, on a des taches qui apparaissent. Du coup, 5 ans plus tard, on se retrouve avec des taches. Mais alors des taches pas là où on imagine qu'elles pourraient se produire, c'est-à-dire que c'est des taches à quasiment 1 mètre au-dessus du sol et pas tout en haut non plus, qu'on s'est gratté la tête un peu longtemps. Mais en fait, comme souvent, quand on a des sinistres dans des bâtiments, des sinistres enveloppes, on sait que c'est multifactoriel. Et là, en fait, d'après une analyse multiple avec plusieurs personnes qui sont venues sur le chantier, des discussions notamment avec Samuel Courget, là, on était en défaut de prescription en tant qu'artisan parce qu'on n'a pas vérifié la capillarité de la façade. C'était une façade en briques agricole, donc c'est-à-dire argile relativement pauvre en argile, enfin terre relativement pauvre en argile, cuisson assez basse, donc ça veut dire briques très poreuses. Et en fait, en partie basse, on est sur les briques de soubassement qui, elles, sont mieux cuites avec de la meilleure argile, donc beaucoup moins poreuses. Donc en gros, on est en présence d'un défaut de diagnostic sur la façade. Bon, moi, en vrai, je suis charpentier, je n'ai pas de diagnostic à donner sur une maçonnerie, mais en fait, je devrais quand même. Et on a aussi une nappe en contact probablement avec le bâtiment. Et on avait aussi un dégât des eaux dans une chambre de tirage. Et donc en gros, c'est le cadre mortel. Et pour autant, en fait, 5 ans plus tard, on en est juste là. On en est juste là et par souci de confiance avec le client, on est venu déposer le matériau et on lui a reproposé un isolant, on va dire, avec une lame d'air complémentaire. Et moi, j'en ai proposé. Alors, je ne sais pas si on voit grand-chose. Je sais pas si vous voyez grand-chose là. On a disqué la façade. On a disqué la façade pour regarder l'état de décomposition du chanvre. Donc, on a fait des différents relevés à différents endroits. Et on a été extrêmement étonné de voir que après 5 ans en conditions extrêmement humides, à certains endroits, on est à 80% d'humidité du matériau, terre-chanvre. Donc 80% d'humidité du matériau, quand on a quelque chose qui pèse 300 kg du mètre cube, il faut se représenter un petit peu ce que c'est. Là, j'exagère un petit peu, mais je crois que dans même la maçonnerie qui était très humide, 1 mètre carré de maçonnerie, en 34 cm, c'était 200 litres de flotte. Voilà, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Le terre-chanvre, dans ce contexte-là, a résisté pendant 5 ans à 200 litres de flotte juste à côté de lui. Le matériau n'avait perdu aucune masse dans son granulat. Le granulat, on l'a complètement nettoyé, on a enlevé toute la terre, on l'a fait sécher à 100%, on lui a fait reprendre l'humidité à l'équilibre. Il était à 100 kg du mètre cube. Donc, ça veut dire que même quand on est dans un contexte de sinistre, on a un matériau qui est relativement résilient. Et c'est ça que moi j'aime à montrer, c'est que quand on essaye d'avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire « bon, j'ai merdé, peu importe pourquoi, mais je vais aller voir, je vais continuer, je vais aller chercher au bout et je m'embarque dans la même merde que mon client, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut, il faut soutenir nos clients quand ils sont un peu dans la merde. » Et ben, on arrive quand même à trouver des solutions et à moindre frais, on va dire ça comme ça. Et surtout, on fait avancer un peu la connaissance, parce que c'est très bien de savoir dans quel contexte on fonctionne. Mais le mieux, c'est de réussir à comprendre jusqu'à quel contexte il ne faut pas aller
C'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Il est où le fil? Et l'agence qualité construction nous demande ça, en fait. Les assureurs nous demandent ça. Quelle est la frontière à ne pas dépasser? Et ben là, typiquement, on y était. Bon, c'est un peu facile a posteriori de se dire ça, mais n'empêche que c'est un contexte qui est assez rare, en fait. Vu qu'on parle d'agence qualité construction et de sinistralité et d'assureurs, on peut parler de référentiel technique. Aujourd'hui, on ne dispose de référentiel technique malgré toutes les avancées sur la construction en terre crue, les recherches de construire en chanvre pour diversifier les liants non hydrauliques et différents projets sur la terre crue à droite à gauche en France. On n'a pas de référentiel technique validé par la QC. Nous avons uniquement le guide des bonnes pratiques de la construction en terre crue avec un chapitre sur le terre allégé et un chapitre à part entière sur le torchis. Mais globalement, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, il a été co-signé par la FFB, par la CAPEB et tous les pairs de la construction en terre crue. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça fait foi de référentiel technique, mais si vous avez un bureau de contrôle qui est on va dire, alerte et vigilant sur les réalités du bâtiment, sur la mesure du risque, et que vous lui amenez des garanties de qualité de réalisation, il est capable de recevoir ce genre de référentiel. Il est capable. Et du coup, je suis désolé, moi j'ai besoin de mes commentaires, donc j'ai besoin d'avoir de photos. On fait avancer les référentiels techniques. Aujourd'hui, globalement, en termes de comportement hygrothermique, de tout ce qui est béton et vrac, on a beaucoup de connaissances. Il y en a encore beaucoup à apprendre, mais des performances qu'on a déjà, on sait qu'on a un matériau qui est fiable, résilient, efficace et qui satisfait pleinement les besoins de bâtiments. Ça, c'est OK. En termes de sécurité incendie, on avance. Il y a plusieurs projets en cours à travers la France. On participe à un de ces projets dans le cadre du projet national Terre. Et là, en octobre, on a fait une campagne d'essai avec plusieurs terres, plusieurs granulats, plusieurs typologies de mise en œuvre sur des essais d'orientation. Donc, c'est quoi? C'est des petites alvéoles. On les met dans un four et on regarde jusqu'à quand ça peut résister, pourquoi ça se dégrade, pourquoi on a eu finalement un feu couvant à cet endroit-là et pourquoi on n'en a pas eu, comment le feu s'est inséré dans la matière, à partir de quel moment on a dépassé une certaine température dans la paroi. Voilà. C'est tout ça qu'on essaie de regarder. L'écran thermique, numéro 1, parce qu'on est sur un matériau qui est combustible, donc on ne peut pas ne pas le protéger par un écran thermique. Et après, il s'agit aussi de qualifier combien de temps on dispose avant que la chaleur, que le feu ne transite à travers la paroi et passe derrière. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la résistance au feu. Il y a plusieurs granulats. On a parlé du champ, du miscanthus, mais en vérité, il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup d'autres, notamment sur des cultures qui ne sont pas des cultures dédiées. On va retrouver le tournesol, le colza. La paille, vous la connaissez, ce n'est pas un coproduit parce qu'il y a une tension, il y a une pression dessus dans certaines régions. Mais on sait utiliser beaucoup d'autres granulats. Il est intéressant ce diagramme parce qu'il donne à voir un petit peu le degré d'utilisation au regard du degré de connaissance scientifique qu'on a dessus. Et moi, j'aime bien le voir. Ça, c'est le FRD Coden qui produit ce genre de données. Là, on a toutes les fibres. Je vais peut-être aller un petit peu vite, mais on a toutes les fibres qu'on peut utiliser en béton. Donc, c'est globalement des fibres broyées. On va retrouver, parmi celles dont je n'ai pas parlé, les raves de maïs et les moelles de tournesol. Bon, ça, c'est des matériaux qui sont broyés, donc qui nécessitent des filières de transformation. Et du coup, Tally Marx a bien parlé de cette question de, voilà, on veut un granulat, mais ça suppose de monter une filière. Et ben, il y a une complexité derrière. Et du coup, il y a quand même d'autres granulats qui ne nécessitent pas cette même contrainte, c'est tous les granulats revêtus. La paille en fait, on va dire, un peu partie, parce que c'est cette petite enveloppe de sécurité qu'est la paille, mais en réalité, on les trouve à plein d'autres endroits. La plante a une carapace autour de la chose la plus chère et la plus précieuse pour elle, c'est sa graine. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les balles. Et ça, c'est un matériau qui est globalement hyper robuste, qui est très peu sensible à l'humidité, qui est paraffiné, globalement, les lignivores et les fongiques ne vont pas trop s'attaquer à ça. Là où on peut avoir des petits soucis, c'est s'il reste des graines dans le matériau, on aura des rongeurs. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un coproduit, c'est présent sur tous les territoires et globalement, ce n'est valorisé par personne. On a un matériau ici à exploiter. Je suis un petit peu moins compétent sur ce matériau-là, mais il y a une petite interprofession qui est
extrêmement compétente, qui vous proposera beaucoup de références. Ces bâtiments en bas, ils sont localisés en sud-est et ils œuvrent très fortement pour cette mise en œuvre de matériaux. Et vous trouverez plein d'éléments techniques sur ce sujet-là. Et c'était là un petit peu où, c'est cette slide-là au moins où je voulais être capable d'arriver. Pourquoi aujourd'hui je viens vous parler du granulat, vous l'aurez compris, c'est globalement parce que le granulat, c'est un matériau avec une capacité de mise en œuvre, de malléabilité et extrême. C'est vraiment le matériau caméléon dans le bâtiment et qui lui confère un avenir, un bel avenir. Et c'est aussi un matériau dont les artisans et entreprises peuvent s'emparer pour se réapproprier des savoir-faire. Le but du jeu, c'est de sortir de cette culture de la fiche produit. Je déplie, je lis, il faut que je fasse comme ça, je fais comme ça. Et une fois qu'il y a un problème, je dis, moi, je ne sais pas, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, ce n'est pas ma faute s'il y a un problème. Voilà, moi, j'aurais à cœur qu'on réussisse à sortir de cette logique-là. Et ça a cet avantage de revaloriser le travail des entreprises, de donner de la satisfaction au travail. Et moi, j'en ai un petit peu marre des réponses. C'est pas possible, on n'a pas d'avis technique et on n'est pas couvert. Non, les artisans, les entreprises ont des compétences. Et c'est dans cet intérêt-là que j'ai mis 35 minutes. Je ne suis pas au bout. C'est dans cet intérêt-là où je pense que le granulat a un bel avenir. Je passe très rapidement à la construction en paille. Bon, il y a plusieurs techniques de mise en œuvre. Je vais aller rapidement sur la première, qui est globalement remplissage en caisson. Elle est hyper intéressante, mais coûteuse, on le sait tous. Là où je pense qu'il faut essayer de sortir un petit peu de ce dogme, il faut de la paille dans les murs. Là où la paille, elle n'est pas chère, c'est dans les caissons. On n'a pas de fenêtre, on n'a pas d'ouverture. On a toujours l'épaisseur de bois nécessaire pour mettre la paille. Et en général, on ne cherche pas à l'enduire. L'enduit, ça coûte 200 € du mètre carré. Si on ne cherche pas à l'enduire, globalement, on va minimiser le coût du matériau. Et vous l'avez vu tout à l'heure aussi, en isolation de comble. Alors, on n'a pas de référentiel technique, on est OK. Mais encore une fois, on peut aller jusque-là. Si on arrive à montrer patte blanche au bureau de contrôle, on sait le passer, quoi. Et là où néanmoins la botte de paille a un gros intérêt et on maximise l'intérêt hygroscopique et hygrothermique du matériau, c'est quand il est enduit. Et ça a un coût. C'est une évidence, ça a un coût. Voilà, du coup, je le présente. C'est quoi? C'est une école. On a recréé un comble, un plafond, et on a mis des bottes de paille. On a isolé en bottes de paille par-dessus ce deuxième solivage. Voilà. Donc, on a recréé un plafond et on a mis des bottes de paille, les unes à côté des autres. Et au lieu de recouper une botte de paille parce que ça prend du temps, on a rempli avec de la haute de cellulose. Donc là, on a combien? Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le prix. J'ai mis le prix là. On est à 120 € du mètre carré. Donc contre les 250, 400 € du mètre carré pour un mur ossature bois, on est très loin. Là, on sait utiliser et massifier cette botte de paille. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est vraiment, quand on regarde la quantité d'isolant qu'on met dans les murs et dans les toitures, on est beaucoup plus à mettre de l'isolant et de la masse dans les toitures. Donc si on veut chercher à réduire l'impact carbone du bâtiment, cherchons à mettre des matériaux peu manufacturés et ressources locales dans les toitures, parce que c'est ça qui nécessite le plus de matériaux. Ah, puis là, on sort un peu des clous. Parce qu'on est en paille porteuse. Et moi, ça, c'est une technique qui me fascine. On va écrire une architecture qui est nouvelle du fait que le bâtiment d'isolation soit aussi un bâtiment porteur. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, on a des jeunes ateliers d'architectes. Je me permets, je vais un tout petit peu plus loin. Mais des jeunes ateliers d'architectes qui aujourd'hui créent des chantiers participatifs grâce à l'association Nebraska et la SCOP Pépite. Donc, c'est la SCOP qui fait le bureau d'études spécifiques, qui vient faire l'accompagnement sur chantier. On fait une formation. Enfin, voilà, c'est vraiment des contextes assez extraordinaires. Et ça peut sortir, quoi. Voilà, quand on conçoit bien des projets, on a une réalité économique potentielle sur des projets comme ça. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on réduit aussi la quantité de bois dans nos structures, ce qui réduit d'autant la pression sur nos forêts. Et du coup, vous l'avez compris, je pense, c'est hyper important pour moi, à titre personnel. Et là, je vous partage quelque chose qui est encore plus personnel. C'est il y a 2 ans de ça, j'ai vu un bâtiment en pierre avec des voûtes de 25 mètres. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est extraordinaire. Donc, je vous parle de la halle de Saint-Didier de Studio Lada. Et j'ai été ému de ce bâtiment-là. Et je me suis dit, la voûte,
la voûte, c'est quand même un élément d'écriture architecturale qu'on a un petit peu perdu. Du coup, je me suis dit, bah, voilà, je vais essayer de me le tenter chez moi. Donc là, on est sur un petit chantier hyper réduit, 6 par 6, paille porteuse, et la voûte aussi est paille porteuse. Donc, en fait, je viens tailler mes bottes de paille comme des pierres, avec des angles. Je les mets les unes à côté des autres sur un moule en OSB, et je viens les comprimer non pas dans le sens du voile, le plan de structure, mais je viens les comprimer dans l'épaisseur. Et j'espère, mais ça je ne peux pas vous dire, c'est pas encore fini de poser, j'espère que ça ne nous tombera pas sur le coin du nez. Mais je suis sûr que non. Après, à voir comment c'est justifiable, et je mettrai bien des copains bureau d'études là-dessus, mais pour le moment, on va déjà faire l'expérience. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il faut tenter aujourd'hui. Il faut tenter. De toute façon, on est entre guillemets, on est tellement dans la merde vis-à-vis de notre contexte climatique et carbone qu'il n'y a plus que ça, hein, moi, pour me faire lever le matin, quoi. Et en fait, c'est ça qui me donne envie. C'est ça qui me donne envie, c'est ça qui nous motive, et c'est ça qui donne aussi envie à nos partenaires, aux collectivités, en fait, d'investir des fois dans ce genre de projet et d'assumer aussi une part du risque. Ah oui, et puis il y a ça aussi qui est important. C'est le plaisir qu'on peut tous avoir à vivre ce genre de moment. Là, vous avez les photos de quasiment pas toutes les formations terre allégée qu'on a fait ces dernières années, mais pas loin. Et quand on est tous ensemble, on a beaucoup plus envie d'y aller, quoi. Merci beaucoup. On peut prendre quelques questions. Merci pour votre enthousiasme, c'est communicatif. Vous pouvez monter jusqu'à quel type de bâtiment en fait, quand vous mettez en œuvre le Miscanthus là, c'est plutôt des maisons individuelles. Vous arrivez à monter en étage. Quel est le Alors aujourd'hui, on n'a pas de référentiel technique. Du coup, c'est uniquement de la mesure du risque. Ça veut dire que c'est la discussion avec le bureau de contrôle. Potentiellement, à un endroit, on peut se dire, OK, on est hors clou du référentiel technique, mais si on a des mesures, par exemple, architecturales compensatoires, c'est-à-dire qu'on a plus d'évacuation de sortie, on a moins de linéaires de couloirs, on est capable de se dire qu'on a un endroit où on n'est pas tout à fait dans les clous. Ça, c'est intéressant aussi à avoir en tête. Et tout simplement, aujourd'hui, pour vous dire où en est le marché public là-dessus, on fait des ERP de 5e catégorie, vulgairement les doigts dans le nez. Par exemple, en banlieue parisienne, on a eu un collège avec, je crois, il y a 2400 mètres carrés, et toutes les cloisons, du coup, coupe-feu entre les salles de classe et les couloirs sont réalisées en terre-chanvre. Donc, on a une capacité de réponse aujourd'hui qui est réelle. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement ces projets-là qui nous poussent un peu dans nos retranchements. Ça nous permet de mobiliser des fonds publics pour participer aux programmes de recherche qu'on a successivement. Le but du jeu, c'est de ne jamais couper le lien des programmes de recherche. Et en fait, on essaie toujours de faire financer une collectivité une production de référentiel. Et ça aussi, c'est extrêmement riche parce que non seulement on fait de la maîtrise d'œuvre, on est dans du entre guillemets, du pur productif, mais en même temps, on est dans la production de connaissances scientifiques, de partage. Et vous l'aurez compris, on n'est pas du tout en train d'essayer de développer des avis techniques produits. Je pense que j'espère que c'est passé, mais vraiment dans le développement de connaissances communes. Donc, pour le moment, je vais dire, il n'y a pas de limite. C'est un matériau isolant. Il est évident que des enduits en terre allégée au 8e étage d'une ITE sur votre projet Citadelle, non, c'est sûr que non. Pour plein de raisons, mais ce serait vrai aussi. Je vous dirais la même chose sur un enduit chaud sur botte de paille, quoi. Voilà, c'est exactement la même chose. J'aurais la même approche. Autre question? Question très technique. Je me suis posée quand j'ai vu le Miscanthus et la structure du Miscanthus. Le tassement doit être assez bien, non? Ça ne doit pas trop tasser. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience? Alors, moi, j'ai fait une expérience qui est assez... on était plusieurs à le faire. Il y a un moment, on faisait pas mal de dalles sèches en tant qu'artisan, des dalles sèches Fermacell. Et il y a eu un moment où le granulat calcaire qu'ils vendent, ce n'est plus ni moins de la litière pour chat, j'exagère vulgairement, mais ce n'est pas le cas, mais ils le vendent 300 € du mètre cube. Je dis, bon, franchement, c'est un peu dommage, quoi. Je préfère ces 300 €, je préfère acheter quelque chose 100 € du mètre cube et puis les 200 € me payer moins la journée, quoi. Et du coup, on a utilisé du chanvre, par contre en granulométrie plus basse. Le but du jeu, pour avoir un effet de tassement moindre, c'est d'avoir une granulométrie qui est
extrêmement bien étagé, c'est-à-dire des petites fibres et des grandes fibres. Il ne faut pas avoir trop de grosses fibres parce que la fibre, elle est capable de se tasser. Par exemple, la paille et le bois, c'est un gros sujet quand on a fait du terre-paille banché, du terre copeaux de bois banché, c'est qu'on a toujours beaucoup de retrait. Le matériau, il est élastique. Quand on le tasse, il se rabougrit, mais naturellement, il a tendance à revenir. Et après, avec le séchage de la terre, il repasse. Donc ça, c'est problématique. Mais en termes de tassement, de toute façon, on en a un. Mais fondamentalement, vu qu'on est en horizontal, peu importe. Et même pour vous donner il y a un guide des bonnes pratiques de l'isolation en balles revêtues, comme je l'ai montré tout à l'heure. Quand on fait des planchers, admettons des planchers bas, on isole le plancher bas en balles et on admet que ça va se tasser. Mais par contre, en périphérie du bâtiment, les 40-50 premiers centimètres, même pas, on va dire en général les 57 premiers centimètres, on vient mettre de la laine de bois semi-rigide, et ce qui fait qu'il n'y a pas de pont thermique. C'est ça voilà, on met le bon matériau au bon endroit, quoi. Du coup, tu ne proposes pas le miscanthus en vrac dans le vertical, dans le toit? Si, c'est dans le mur. Alors, dans le toit, non, parce qu'en fait, au fêtage, tu vas forcément avoir un tassement que tu ne sauras pas gérer. Par contre, on peut le faire dans les murs, mais par contre, il faut isoler les acrotères. Comme ça, quand ça se tasse, on vide l'acrotère, mais au bout d'un moment, on ne va pas plus bas que le plancher. Et du coup, ça marche. Okay. Ça, c'est fait. Vous trouverez ces informations beaucoup plus précisément sur le site de Bâtir en Balle. J'ai encore une question. Je peux En fait, j'ai rien compris à mon avis. Je ne sais pas, vous projetez derrière des canisses, c'est ça? Oui. Ok, et la canisse, elle tient la pression. Quand tu projettes, tu n'as pas de pression réelle. Okay. Elle est minime. Quand on projette, par exemple, alors cet été à Bovesheim, on a fait une formation de projection et j'ai fait un petit peu l'expérience avec les stagiaires de dire le but du jeu, c'est que ça ne marche pas quand on est en formation. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de voir comment ça marche, il faut voir comment ça ne marche pas. Et du coup, je les ai fait projeter du chanvre, donc ça marchait, normal. Et après, sans leur dire, j'ai vidé des sacs de miscanthus dans la cardeuse. Je dis, oh Vincent, ça tombe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et bien en fait, parce qu'à un moment, ça ne colle pas. Le miscanthus ne colle pas, il chute. Du coup, on dit, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que vous êtes un petit peu équipé, vous êtes outillé, on vous a donné des techniques, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que ça tombe? Eh ben, on a fait plusieurs choses. On a mis plein de cordelettes sur les montants. En fait, on projette à travers les cordelettes. Et là, subitement, on met des cordelettes tous les 10 cm. C'est un peu de temps, on est OK, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un panneau de fermacelle, voire même que de mettre de la canisse. Et en fait, on met une petite ficelle tous les 10 cm, on projette à travers, et le miscanthus y tient. Pour répondre à ta question, une cordelette agrafée sur des montants, ça tient. Par contre, je ne suis pas intimement convaincu de la cohésion du matériau une fois qu'il sera sec. Ça va nous donner une impression de solidité, mais il y a quand même un risque de chute. Du coup, là où on est intervenu, on a dit, moi j'aurais tendance à vous préconiser à la fois de maximiser vos dispositifs de maintien horizontaux et en même temps de mélanger et du miscanthus et du chanvre. Et en fait, on a jugé ensemble à densité équivalente à du terre-chanvre. On a estimé que si on met 2 tiers de chanvre, 1 tiers de miscanthus, on arrive à une solidité qui est satisfaisante pour faire du support d'enduit, d'être certain de ne pas avoir de basculement de la matière, y compris quand elle sera sèche, y compris quand on va accrocher sur l'ossature secondaire des crédences, des meubles de cuisine ou des... Alors, on ne va pas mettre des bibliothèques, ou alors il faut vraiment l'anticiper avant. Mais voilà, on a toujours des solutions et la canisse, on ne reprend pas grand-chose. Quand on tasse, ce n'est pas la même chose. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on peut... Merci beaucoup, Vincent. Merci. On peut laisser la parole à Bruno Flochon. Ouais, on applaudit d'abord, Vincent. Directeur climat, énergie, économie circulaire à la région Grand Est pour nous parler du programme. Merci. Très rapidement, puisqu'on a évoqué Climaction une fois ou l'autre. Donc, Climaction, c'est le partenariat entre l'ADEME et la région Grand Est, qui notamment est à l'origine du centre de ressources EnviroBat Grand Est, Énergie Vie Pro et aussi Arcadel QE. Nous, dans ce cadre de ce programme, la région, vous le savez peut-être déjà, soutient des rénovations de bâtiments publics, associatifs, des copropriétés, mais soutient aussi, en rapport avec ce qu'on a vu ce soir, 2 axes qui peuvent être déterminants. On a entendu les professionnels s'exprimer. Le premier, c'est le soutien à l'ingénierie pour
la mise en œuvre du bois ou des biosourcés dans le bâtiment. Donc ça, c'est un dispositif d'aide qui peut financer cette prestation jusqu'à 70%. Alors, il y a des plafonds, évidemment, parce que certains maîtres d'œuvre n'ont pas les compétences et du coup peuvent apprendre, se former aux côtés d'autres professionnels qui ont déjà l'expérience. Et donc, c'est aussi une façon de rassurer le maître d'ouvrage, puisque c'est le maître d'ouvrage qui sollicite cette aide, pour avoir un coup de pouce, parce qu'il a la motivation, mais il n'a pas forcément la compétence autour de lui pour se lancer dans la construction bois ou de la rénovation ou du biosourcé. Donc ça, c'est le premier dispositif destiné aux maîtres d'ouvrage. Et le deuxième, c'est une aide pour la reconnaissance des matériaux biosourcés. Donc on a vu, c'est nécessaire dans un certain nombre de cas de sécuriser, de faire reconnaître, d'avoir des avis techniques, de faire des tests au feu. Ça coûte et c'est pas soutenu dans le cadre de la recherche-développement des matériaux. Et pourtant, c'est une étape nécessaire avant le développement et la diffusion dans le marché. Et donc là aussi, c'est un financement qui est proposé dans le cadre d'un appel à projet. Il va être reconduit l'année prochaine et qui est donc destiné à cofinancer une partie du coût de ces tests et de ces études. Voilà, donc c'était juste une petite information. Et évidemment, comme tous les autres dispositifs de la région en matière de bâtiment, on les retrouve sur climaction.fr. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette partie. Bonne exposition et bon pot.